Grégory Joron, quelle est très simplement votre réaction et vos sentiments ce soir? Ça va être très compliqué pour moi d'être pour le coup dans la polémique tout de suite parce que notre réaction elle est forcément c'est de l'abattement. Enfin moi j'ai comme tout le monde consulté mon téléphone très tôt hier matin et c'était tout de suite les premiers messages et puis on se les renvoie et puis on a les responsables d'administration. Mais justement, dites-nous ce que vous dites vous en ce moment entre policiers. On se dit que c'est terrible et on se dit que c'est injuste et on se dit que forcément quand on a 24 et 25 ans et qu'on a notre vie professionnelle et surtout notre vie tout court devant nous et que finalement on est frappé par ce contre quoi on lutte tous les jours. Parce que c'est ça la réalité. Ce qui arrive là, c'est des policiers de police secours qui vont en général sur ces accidents-là tôt le matin en sortant de boîte ou parce que les fêtes ont été trop arrosées, que malheureusement il y a des drames et que finalement nos trois collègues soient en service, en train de porter secours à une adolescente qui, en plus, a fait l'objet potentiellement d'atteinte à sa personne, qui la transporte à l'hôpital et que forcément, brutalement comme ça, ils sont cueillis. Alors après, c'est le combo parfait, hein, vitesse, stup, alcool. Voilà, bon, bah, malheureusement, ça amène là. Et on se dit, on se dit que c'est injuste, on se dit que c'est terrible, on se demande pourquoi on fait ça, et puis finalement, on a besoin de se réunir, on a besoin de se dire ça. Mais ça remet en cause votre engagement dans le métier? Vous nous dites, on se demande pourquoi on fait ça. Non, ben c'est ça qui est incroyable, c'est que les policiers ont une résilience extraordinaire. Ils ont besoin d'un temps de recueillement parce que je pense que c'est le minimum qu'on puisse leur accorder. Ça a été fait hier et ça doit être fait toute la semaine dans ce service. Ça fait du bien aussi d'entendre tous les messages de soutien parce qu'on a un police bashing en permanence. On sort d'une séquence après le 1er mai et après des semaines de manifestations. On nous a expliqué qu'encore une fois, pour certains, évidemment, la police était violente et tout ce qu'on veut. Et puis finalement, quand on voit les gens, entre guillemets, qui sont normaux, pas politisés ou que sais-je, qui viennent spontanément poser des fleurs, même s'ils n'ont pas contact avec la police tous les jours. Et c'est plutôt rassurant, et on a besoin de ça. Grégory Joron, l'émotion est aussi liée au fait que ce soit des policiers de police secours, donc des policiers de la vie du quotidien des Français. Ils sont là quand on a besoin d'eux, disait une habitante de Roubaix, venue se recueillir ce matin à nos confrères de l'agence France Presse. Ils sont là quand on a besoin d'eux. Je crois que ça résume l'engagement des policiers en fait, hein. Surtout de police secours, c'est des urgences, les urgences du quotidien. Ils se déplacent suite à des appels, ils font ce qu'ils peuvent et ils vont surtout sur des situations en fait dont ils maîtrisent quasiment rien à l'origine. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment face au danger, ils traitent tout. C'est des généralistes, c'est vraiment, ils mettent les mains dans le cambouis en permanence et j'ai envie de dire c'est et peut-être la mission la plus noble et sûrement aussi la plus difficile qu'on peut avoir dans notre métier. Et malheureusement, c'est souvent eux aussi qui sont en première ligne sur ce genre d'incidents et d'accidents parce que forcément ils sont là tout le temps et sur le terrain parce que c'est l'essence même de la police secours. Grégory Joron, à la lumière de tout ce que l'on sait pour l'instant, que comprenez-vous de ce drame et qu'est-ce que vous en retirez? Vous nous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous policiers, on est d'abord dans l'émotion et ça fait 24 heures qu'on communique les uns avec les autres autour de ce drame et de la mort de nos trois confrères et notre consoeur. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui s'est passé, vous? Cannabis, alcool. Oui, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le combo qu'on craignait clairement. C'est-à-dire que vraisemblablement, mais l'expertise d'accidentologie va le confirmer, mais pas de traces de frein, un face-à-face pleine vitesse. Donc des gens dans la bagnole qui ont sûrement choc frontal, des gens dans la voiture en face qui ont conscience de rien de toute façon, parce qu'à 2 grammes 0,8, je suis pas sûr qu'on ait conscience de grand chose, surtout si on a en plus fumé du cannabis. Donc clairement, on se sent tout puissant, puis on roule n'importe comment, et malheureusement, en face c'était en effet. Mais c'est ça aussi le quotidien de nos policiers. C'est souvent eux qui ramassent justement les gens qui sont confrontés à ça. Là, sur cet accident, vous savez, il y a eu forcément en primo-intervenant des policiers et aussi même des CRS du peloton autoroutier des 4 cantons juste à côté qui ont été amenés en renfort. En plus des pompiers, qui sont intervenus très vite. Évidemment, qui sont intervenus très vite. Mais c'est souvent le rôle justement, encore une fois, des équipages de police secours d'être à cette place-là. Donc on craignait forcément, quand on a eu les premiers éléments confirmés,
confirmé par la proc dans la journée. On craignait forcément ce combo-là, en effet, de forte alcoolisation. Vitesse, on avait quand même une petite idée vu l'état de la voiture. Et cannabis, vu les antécédents, on n'avait pas trop de... 120 km/h sur le compteur bloqué, nous dit la procureure ce soir. Hein. Que ce véhicule tout le temps. roulait à contresens. Pardon, ça arrive malheureusement tout le temps. Ça arrive tout le temps. Oui, bien sûr. Mais quand vous écoutez le quotidien, justement, des collègues qui sont particulièrement engagés sur des missions de sécurité routière, ils vont vous dire que tous les jours, ou en tout cas tous les week-ends, quasiment, ils ramassent des gens à contresens, à qui font demi-tour, qui sont alcoolisés. Alors, on parle pas de drame parce qu'heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Mais quand même, malgré tout, je rappelle que l'année dernière... Sur des bretelles d'autoroute, sur des rocades. Des fois, c'est des personnes âgées qui sont un peu désorientées. Oui. Des fois, c'est des gens qui ont pleine conscience et qui sont pas alcoolisés, qui n'ont pas fait gaffe parce qu'ils ont fait une mauvaise manœuvre ou parce que la signalisation leur a semblé pas très claire. Mais malheureusement, ça arrive tout le temps. Je rappelle quand même aussi, c'est quand même 700 personnes qui sont décédées suite à des accidents de la route l'année dernière et qui potentiellement ont consommé de la drogue. Donc oui, il y a aussi ce phénomène-là qui est quand même grandissant chez nous, aussi malheureusement dans les décès d'accidents de la route. Alors que dans le même temps, le nombre de morts et de blessés sur les routes plutôt quand même largement baissé ces 20 dernières années, même si ça s'est ralenti un peu, mais ça a beaucoup baissé, quasiment divisé par deux depuis les... pour notre génération, c'est un bouleversement. Hein, oui, c'est un bouleversement. Faut rappeler que c'est une politique de civilisation, c'est une politique qui a 20 ans, puisqu'en fait, elle avait été lancée en début du second mandat de Jacques Chirac. Est-ce que vous nous confirmez, parce que j'ai découvert ça en préparant l'émission, mais que nos policiers ne sont pas tenus systématiquement de mettre leur ceinture de sécurité dans les véhicules, bien entendu lorsqu'ils sont en opération et au travail? Oui, c'est un article, je peux vous retrouver l'article, du Code de la route, clairement, qui précise qu'on a une dérogation au port de la ceinture de sécurité, notamment quand on est en mission et en service. Mais pourquoi? Quelle est la logique là-dedans? En toute logique, déjà, pour pouvoir sortir plus vite de son véhicule, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez justement un agent de police secours, notamment, lorsqu'ils sont équipés, vous savez, ils ont un gilet pare-balles, ils ont maintenant des gilets tactiques parce qu'on leur demande de plus en plus, ils veulent avoir du matériel à disposition, donc les menottes, les gazeuses, la radio, des gants, donc ils portent tout ça sur eux parce que c'est pratique, et forcément déjà s'accrocher avec ça. Ils ne sont pas dans une situation normale. Voilà, je peux vous assurer que c'est délicat, donc évidemment, il y a une exemption qui est prévue. Là, en l'occurrence, ils étaient en transport. J'imagine qu'ils avaient dû demander à la victime, d'ailleurs transportée, de s'attacher, elle, parce que ça, on le fait. On attache les personnes qui sont menottées dans nos véhicules, c'est prévu. Par contre, c'est vrai qu'en général, les policiers ne s'attachent pas. Parce que, oui, alors je ne sais pas si c'est ça, parce que, encore une fois, pour avoir vu l'état des véhicules, malheureusement, et puis d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet, mais je vous confirme simplement qu'en effet, les policiers sont exemptés du port de ceinture de sécurité, même si on leur demande quand même de le mettre quand il n'y a pas de situation d'urgence. Mais honnêtement, c'est pas un réflexe professionnel, je vous le dis en toute franchise. C'est pas Grégory Joron, j'imagine que vu la vague d'émotions chez vos confrères, vous attendez un procès. Oui, évidemment. Oui. De toute façon, on s'attend à un procès. Alors avec malheureusement le même regard, peut-être pas aussi aiguisé que Maître Liénard, mais quand même, on croit encore au principe de justice, heureusement, à la vérité judiciaire. Je pense que c'est à tout le moins ce que les victimes attendent. Mais on est aussi très conscient du chemin qu'on a pris depuis ces quelques décennies en matière de réponse pénale. Et pour le coup, je pense qu'on est quand même largement en dessous de ce qu'on peut faire. Alors, vous me dites, oui, on attend un procès, mais d'une certaine façon, on n'attend rien de la justice. Je ne dis pas qu'on n'attend rien, mais je pourrais entendre ça dans vos propos. Oui, non, mais je dis qu'on est quand même assez pragmatique. Vous savez, alors moi, je suis pas de ceux qui clouent la justice au pilori parce que malheureusement, elle souffre des mêmes maux que les policiers, c'est-à-dire manque d'effectifs, manque de moyens. Mais par contre, j'ai un vrai problème, et je le dis, et je l'affirme, et je l'assume surtout, j'ai un vrai problème avec les politiques pénales qui sont menées depuis des années en France. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, on a une réelle difficulté, malgré le prononcé des peines, à avoir une exécution de peine, ne serait-ce que ça. Et en fait, on a des chiffres qui montrent qu'en fait, les peines sont exécutées à 80%. Mais il faut 4 ans pour atteindre ce chiffre-là. Oui. Et donc c'est une vraie réalité. Et on a réellement, je pense, un sujet, mais c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui forcément, même si c'est potentiellement une conséquence. On a quand même des gens qui sont connus. On a quand même des gens qui sont connus, donc qui ont été arrêtés, qui ont été traduits en justice et qui malheureusement, pour qui ça n'a pas fait beaucoup écho. Et on se retrouve évidemment donc du coup avec des récidivistes, quoi qu'on puisse en penser, en tout cas des gens connus et qui recommencent. Déjà, les éthylotests antidémarrage, ça les aurait arrêtés. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de dire,
Enfin, je ne sais pas quelles études on peut faire et s'il y en a eu des sérieuses menées là-dessus. Après, moi, Madame Lavaux vous dit que oui. Voilà, ça a été fait dans les transports en commun, très bien. On sait qu'il y a un gros lobbying derrière tout ça, clairement, hein, sur l'alcool en France. C'est aussi une culture. Hein, le vin, le bien vivre, etc. Tout ça, c'est une réalité. Donc c'est vrai qu'indirectement, on va penser qu'on s'attaque à ça. Notre réalité, malgré tout, et celle des policiers de terrain, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'intervenir souvent en fin de soirée ou en tout début de matinée, parce que malheureusement, la fête a été trop arrosée, ou alors... si on met un kilomètre, ce problème va être réglé, nos policiers pourront faire d'autres choses. Je suis pas sûr que ça sera réglé de manière radicale, mais en tout cas, ça sera limité. C'est déjà pas mal, parce que forcément, ils vont toujours trouver un stratagème pour faire souffler quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est que non, mais je dis pas que c'est... Évidemment qu'on va... J'ai dit, on va limiter. Non, mais vous savez, madame, on a affaire à des gens qui ont une conscience de rien, deux qui sont extrêmement doués pour contourner tout ce qu'on met comme filtre et comme chose pour pouvoir les contraindre. Et c'est ça notre réalité, c'est qu'on a en face des délinquants, qu'ils soient de la route ou tout court, et qui vont de toute façon trouver tous les moyens pour faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire vivre dangereusement, rouler vite, consommer de l'alcool, du cannabis, rouler n'importe comment, et surtout s'en foutre de tout, parce qu'ils savent qu'à la fin, ils seront pas toujours punis, voire même pas souvent. Mais il faut aussi utiliser les technologies qui sont là. D'accord, mais imaginez bien que la technologie, c'est juste le constat d'échec de notre politique pénale. Et alors, donc ça vaut combien de vies, ce constat d'échec ? Non, mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis simplement qu'on va devoir mettre potentiellement, et moi, je vais me donner mon avis personnel, je suis assez pour, moi ça me dérange pas de souffler dans un éthylotest pour démarrer un véhicule, pas du tout. Donc pas de sujet pour moi. Personnellement, si en tant que citoyen je dois me plier, aucun problème, sauf que malheureusement ça démontre bien, c'est l'émanation quand même d'un échec. Et c'est terrible quand même de se dire que finalement notre pacte démocratique, notre comportement collectif fait qu'aujourd'hui on est incapable de manière assez ferme de répréhender ce genre de comportement, et qu'ils vont être obligés d'imposer à tous ceux, même qui n'ont pas de problème avec ça, de devoir avoir un éthylotest avant de démarrer. Bien, pensons justement aux familles. Grégory Joron, avant de nous séparer, vous voulez dire un mot d'Orphéapolis pour les familles en fait de nos policiers endeuillés. Hein. Oui, mais de quoi s'agit-il ? Merci. Alors, évidemment que le ministre, on le connaît, il est très sincère dans ce genre d'événement, réellement. Je fais une petite parenthèse. Il a dit à un moment donné, dans une réunion qu'on avait entre syndicalistes, je suis rentré à Beauvau en aimant la police, j'en sortirai en aimant les policiers. Je pense que c'était réellement sincère. Et dans ces moments-là, on le sait, il y a pas de politique ni de triche, et tant mieux. Pour autant, les policiers sont quand même habitués régulièrement à être assez abandonnés par leur institution. C'est une réalité. Donc souvent, et depuis très longtemps, ils se sont organisés. Et donc ils se sont organisés au travers d'associations. Et juste un petit mot là-dessus. Alors moi, je suis un simple adhérent depuis 25 ans. Il y a quelque chose qui s'appelle Orphéopolis, ça a 100 ans. Et c'est une association qui a été créée par des policiers et qui s'occupe des orphelins des policiers. Morts en service ou pas d'ailleurs. Je le dis parce que c'est extrêmement important. Tous les policiers ne sont malheureusement pas adhérents, ça me semble être une évidence. Et justement, il faut savoir que dans ces cas-là, on avait un papa, là, un jeune papa, faut savoir que son fils... Ils en parleraient évidemment bien mieux que moi, je suis pas un référent, mais pour l'avoir vécu d'assez près, son fils va être suivi jusqu'à ses 18 ans et même jusqu'à ses études. Il va avoir un pack rentré en 6e par cette association mise en place par les policiers eux-mêmes il y a un siècle. Ils ont fêté leurs 100 ans en 2021. Il y a d'autres associations à l'ANAS qui ont le même objet de secourir les policiers en difficulté. Donc voilà, il faut savoir qu'en général, les policiers s'organisent pour s'occuper d'eux-mêmes, parce que malheureusement, ils sont souvent abandonnés.